Ils ont éclaté de rire quand j'ai dit que cette maison était la mienne. Pas un rire franc, non, un rire gêné, condescendant, comme on en réserve aux vieilles femmes qui confondent dans leurs souvenirs avec la réalité. Quelqu'un a même tapoté mon bras en murmurant que je devais être fatiguée. À cet instant précis, j'ai compris une chose. Peu importe le nombre d'années passées ici, pour eux, je n'étais déjà plus chez moi. Je m'appelle Hélène Brossard, j'ai 72 ans, je parle doucement, je marche lentement et depuis quelque temps, on me regarde comme on regarde un meuble ancien, avec une politesse distante mêlée d'une impatience mal dissimulée. Cette maison, pourtant, je la connais mieux que mes propres mains. Chaque marche de l'escalier craque toujours au même endroit. La fenêtre de la cuisine ferme mal quand il pleut, et le cerisier du jardin penche vers la droite depuis l'hiver 1999. Mais ce soir-là, autour de la grande table du salon, tout cela ne comptait plus. Ils étaient là, installés confortablement, parlant de travaux, de réaménagement, de meilleure organisation pour l'avenir. Ils utilisaient ce ton faussement bienveillant que l'on adopte quand on a déjà pris les décisions. Je les écoutais sans interrompre, on ne m'avait pas demandé mon avis, seulement ma présence silencieuse. Quand j'ai dit calmement, presque distraitement, cette maison est à moi, le silence n'a duré qu'une seconde, puis les sourires sont apparus. Antoine a échangé un regard avec Élodie. Quelqu'un a soupiré. Une autre personne a souri comme on sourit à une enfant qui raconte une histoire inventée. Allons, Hélène, a dit Élodie. Ce prénom prononcé ainsi avec cette douceur artificielle m'a serré la poitrine. Tu sais bien que ce n'est pas exactement comme ça? Pas exactement. Je me suis tue. J'ai regardé mes mains posées sur la nappe. Elles tremblaient légèrement, mais pas de peur, de lucidité. Ce n'était pas la première fois qu'on décidait à ma place. Depuis des mois, peut-être des années, les choses s'étaient installées ainsi, lentement, sans cris, sans conflits ouverts, juste une succession de petites évidences imposées. Je vivais ici depuis longtemps, trop longtemps pour qu'on se souvienne pourquoi. On m'avait laissé rester comme on tolère une présence, pas comme on respecte une propriétaire. Ce soir-là, pendant qu'il parlait de pièces d'architecte, de délais, de signatures à venir, j'ai observé chacun d'eux. Leur assurance, leur certitude tranquille. Ils étaient convaincus d'être dans leur bon droit, convaincus que je finirais par me taire, comme toujours. Personne n'a relevé quand je me suis levée pour débarrasser les verres. Personne n'a remarqué que je n'avais pas touché à mon assiette. Dans cette pièce, je devenais déjà invisible. Et pourtant, je savais que le moment viendrait où ils cesseraient de rire. Je savais aussi que ce jour-là, je n'élèverais pas la voix. Je n'ai jamais été une femme spectaculaire. Même jeune, je ne prenais pas de place inutilement. Je travaillais, je payais mes factures, je faisais ce qu'il fallait faire sans bruit. On m'a souvent décrite comme facile à vivre. En réalité, cela voulait surtout dire que je ne dérangeais personne. Quand mon mari est mort, il y a 11 ans, personne n'a vraiment su quoi me dire. Les condoléances ont été rapides, gênées. Ensuite, la vie a repris pour les autres. Pour moi, elle s'est simplement rétrécie. Moins de voix dans la maison, moins de raisons de parler. Alors j'ai appris à me taire encore davantage. Hélène Brossard, veuve, sans scandale, sans histoire. J'ai continué à vivre ici parce que c'était logique, parce que c'était simple, parce que je n'imaginais pas aller ailleurs. La maison n'était pas grande, mais elle suffisait. Je n'ai jamais cherché à la rendre moderne. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait une mémoire, et moi aussi. Puis Antoine et Élodie sont revenus plus souvent. Au début, c'était discret. Un déjeuner le dimanche, une nuit pour éviter de rentrer tard, puis deux, puis des cartons laissés dans le couloir, provisoirement. Je n'ai rien dit, j'ai même aidé à faire de la place. On me remerciait avec des sourires rapides, déjà tournés vers autre chose. Peu à peu, mes affaires ont migré, une étagère de moins dans la salle de bain, un tiroir vidé dans la cuisine. Ce n'était jamais présenté comme une décision, c'était toujours une évidence. Ah, ce sera plus pratique comme ça. Tu n'utilises plus vraiment ça, non? Je souriais. Je répondais que non, en effet. Je me disais que ce n'était pas important, que l'essentiel était de rester ensemble, que c'était temporaire. Les conversations ont changé de ton. Elles ne me concernaient plus, elles avaient d'autres lieux devant moi, pas avec moi. On parlait de projets, de plans, d'avenir auxquels je n'étais jamais conviée. Quand je posais une question, on me répondait gentiment mais brièvement, comme à quelqu'un qui n'a pas besoin de comprendre tous les détails. Je suis devenue la présence fixe, celle qui est là quand on rentre, celle qui fait le café,
celle qui connaît les habitudes de la maison, mais qui n'en décide plus rien. Parfois, le soir, quand la maison se calmait, je faisais le tour des pièces. Lentement, je passais ma main sur les murs, sur les cadres. Je reconnaissais chaque objet. Je savais quand il était arrivé ici, pourquoi, à quelle époque de ma vie il appartenait. Rien n'était anodin. Tout avait été choisi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre. Pas avec des mots, pas avec une colère soudaine, mais avec une sensation sourde, persistante. Quelque chose n'allait pas dans la manière dont on me regardait désormais. Ce n'était plus de l'habitude, c'était de l'impatience, comme si ma présence était devenue un obstacle qu'on n'osait pas encore nommer. Il pensait que je ne voyais rien. Il se trompait. Je voyais tout. Je notais les silences. Les regards échangés quand j'entrais dans une pièce, les phrases qui s'interrompaient à mon approche. Et surtout, je voyais à quel point ils étaient sûrs d'eux. Cette certitude tranquille, dangereuse, de ceux qui pensent d'en savoir déjà gagné. Je n'ai rien dit, pas encore, parce qu'on ne corrige pas une erreur tant que ceux qui la font sont convaincus d'avoir raison. Et parce que, contrairement à eux, je savais exactement où je me tenais. Dans ma maison. Antoine avait cette façon particulière de faire comme s'il n'était jamais vraiment responsable. Il hochait la tête, parlait peu, laissait Élodie décider. Quand quelque chose me dérangeait, il me regardait avec un air presque navré, comme si le problème venait surtout du fait que je le ressentais. Tu sais comment elle est, disait-il parfois à voix basse, comme une confidence, comme si cela expliquait tout, comme si cela devait suffire. Élodie, elle, ne se cachait pas derrière la douceur. Elle souriait beaucoup, mais ses sourires ne montaient jamais jusqu'aux yeux. Elle parlait vite, organisait tout, contrôlait les horaires, les dépenses, les conversations. Elle avait cette énergie des gens qui sont persuadés de savoir mieux que les autres ce qui est bon pour eux. Au début, elle me demandait mon avis. Pour la forme. Tu préfères clair ou foncé? On met la table ici ou là. Puis elle a cessé de demander. Elle annonçait. On a décidé de... Ce sera plus simple comme ça. Quand je ne répondais pas tout de suite, elle reprenait un peu plus fort, un peu plus lentement, comme si elle s'adressait à quelqu'un qui entend mal. Je n'étais pas sourde, j'étais simplement en train de comprendre. Les remarques ont commencé à glisser, presque invisibles. Tu devrais te reposer davantage. À ton âge, ce n'est pas raisonnable de t'occuper de tout ça. Tu as pensé à l'avenir? On ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Comme ça, ce mot revenait souvent. Il désignait tout ce que j'étais devenue à leurs yeux. Un soir, j'ai retrouvé mes papiers déplacés. Rien ne manquait, tout était simplement rangé ailleurs, dans un autre tiroir, un tiroir qui n'était plus le mien. Quand j'ai demandé pourquoi, Élodie a répondu sans lever les yeux. Oh, j'ai cru que ce serait plus pratique. Pratique pour qui, je ne l'ai pas demandé. Ils invitaient des gens maintenant, des amis à eux, des collègues. On parlait fort, on riait tard. On me présentait comme Hélène, sans autre précision. Ni propriétaire, ni hôtesse. Juste un prénom, posé là comme une étiquette inutile. Une fois, j'ai surpris une conversation dans la cuisine. Ils pensaient que je dormais. Il faudra bien régler la question, disait Élodie. Oui, répondit Antoine, mais pas maintenant. Régler? La question? Je suis remontée dans ma chambre sans faire de bruit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain, j'ai commencé à faire quelque chose de nouveau. J'ai observé avec attention les documents qui apparaissaient sur la table, puis disparaissaient, les appels qu'Élodie passait en baissant la voix, les silences d'Antoine quand on parlait d'argent. Je n'étais plus seulement une femme âgée dans sa maison. J'étais un élément qu'on gérait. Et ce qui m'a le plus frappé, ce n'est pas leur dureté, c'était leur assurance. Ils agissaient comme si tout était déjà décidé, comme si le reste n'était qu'une formalité, comme si ma présence n'était qu'un détail à résoudre, doucement, proprement, sans heurte. Je n'ai toujours rien dit, parce qu'il y a un moment précis où il faut se taire pour laisser les autres aller trop loin. Et ils s'en approchaient. Un matin, sans prévenir, Élodie a posé une chemise cartonnée sur la table du salon. Elle l'a fait avec ce geste précis qu'elle avait pour les choses importantes, celui qui ne laisse aucune place à la discussion. Antoine était assis à côté d'elle. Il n'a rien dit, il regardait la table. Il faudrait qu'on parle de l'organisation, a-t-elle commencé. Je me suis assise en face d'eux, lentement. J'ai senti, avant même qu'elle parle, que cette conversation n'était pas anodine. L'air était différent, plus tendu, plus calculé. Elle a ouvert la chemise.
À l'intérieur, des feuilles imprimées, alignées, annotées, des plans, des chiffres, des mots comme optimisation, transmission, solution durable. Elle parlait vite, sans lever les yeux vers moi, comme si le contenu avait plus d'importance que la personne à qui elle s'adressait. On s'est renseigné, a-t-elle dit. À ton âge, il faut anticiper. On ne peut pas laisser les choses au hasard. Mon âge, non, toujours le même point de départ. Elle expliquait. Antoine acquiesçait parfois, mécaniquement. Il parlait d'aménagement, de réorganisation des espaces, de répartition plus logique. Je comprenais chaque mot. Ce qu'il proposait était présenté comme raisonnable, presque généreux. Tu garderais ta chambre, bien sûr, a précisé Élodie. Mais il faudrait revoir certaines pièces, pour que ce soit plus cohérent. Cohérent avec quoi, je ne l'ai pas demandé. Puis, elle a prononcé la phrase, celle qui a tout figé. De toute façon, cette maison n'a pas vocation à rester figée comme ça éternellement. Elle a levé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis le début, son regard était calme, trop calme. Il faut penser à l'avenir. Je me souviens avoir regardé le mur derrière elle, une fissure fine, presque invisible, que je connaissais depuis des années. Je me suis demandé quand ils avaient commencé à considérer que cet avenir ne m'incluait plus vraiment. Et moi, ai-je demandé doucement, où est-ce que je suis censée être dans cet avenir? Un léger silence, Antoine a bougé sur sa chaise, Élodie a souri. Mais ici, bien sûr, on parle juste d'organisation, toujours ce mot. Elle a fait glisser un document vers moi. Ce serait plus simple si certaines décisions étaient centralisées. Centralisées, pas partagées. Je n'ai pas pris le papier. J'ai posé mes mains à plat sur la table. J'ai senti le bois sous mes doigts. Cette table, je l'avais achetée bien avant leur arrivée. Ils ne le savaient pas. Ils n'avaient jamais demandé. Vous avez déjà tout décidé, ai-je dit. Ce n'était pas une accusation, juste un constat. Élodie a haussé les épaules. On a réfléchi, oui, c'est normal. Normal. Encore un mot qui justifie tout. Je les ai regardés tous les deux. Antoine fuyait toujours mon regard. Élodie, elle, attendait. Elle était persuadée que j'allais finir par acquiescer, comme d'habitude. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Il ne me voyait le plus comme une personne à convaincre, il me voyait comme une formalité à gérer. Je me suis levée, lentement, j'ai repoussé la chaise, sans bruit. Je vais réfléchir, ai-je dit. Élodie a souri, soulagée. Prends ton temps, mais il ne faudra pas trop tarder, comme si le temps ne m'appartenait plus non plus. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le lit sans enlever mes chaussures. Mon cœur battait, mais pas de panique. D'une clarté nouvelle. Ils avaient franchi une étape. Ils avaient cessé de faire semblant, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas faible, je me sentais parfaitement lucide. Parce que ce projet, ces papiers, ces décisions prises sans moi, tout cela reposait sur une certitude qu'ils n'avaient jamais vérifiée. Je me suis levée, j'ai ouvert le tiroir de ma commode, celui qu'Élodie n'avait pas encore jugé utile de réorganiser. À l'intérieur, il y avait une enveloppe épaisse, jaunie sur les bords. Je l'ai sortie, sans l'ouvrir. Je n'avais pas besoin de la lire. Je savais exactement ce qu'elle contenait. Et je savais aussi que le moment approchait où cette assurance tranquille allait se fissurer, comme le mur du salon. Pas aujourd'hui, mais bientôt. Je n'ai pas parlé pendant 2 jours. Je répondais quand on m'adressait la parole. Je faisais ce qu'il fallait faire, mais je ne lançais plus rien. Élodie l'a remarqué tout de suite. Elle me regardait avec une attention nouvelle, comme on observe un objet dont on craint qu'il ne se fissure sans prévenir. « Tu es fatiguée ?» m'a-t-elle demandé le premier soir. « Un peu, ai-je répondu. Ce n'était pas un mensonge. La fatigue n'était simplement pas celle qu'elle imaginait. Antoine, lui, faisait comme si de rien n'était. Il rentrait, mangeait, repartait. Il évitait soigneusement toute conversation qui pourrait dévier vers ce dossier posé sur le buffet. Toujours à portée de main, comme un rappel silencieux. Il savait, il avait toujours su. Mais il préférait laisser Élodie parler à sa place. Le 3e jour, elle est revenue à la charge. « Tu as-tu réfléchi ?» a-t-elle demandé en versant le café. Sa voix était douce, presque prévenante. Trop. « Oui, ai-je dit. » Elle a levé les yeux aussitôt. Antoine s'est figé. Et je me suis assise. J'ai pris le temps de poser la tasse devant moi. Je voulais qu'elle comprenne que ce que j'allais dire n'était ni une réaction, ni une peur. Je ne suis pas d'accord. Le silence est tombé, plus lourd que les autres fois.
Pas d'accord avec quoi exactement? A-t-elle repris, lentement? Avec cette manière de décider sans moi, avec ces projets qui me concernent, sans me demander ce que je veux, avec cette idée que tout est déjà réglé. Antoine, ce fameux plus tard qui justifie qu'on vous enlève le présent. Les problèmes pour qui? Ai-je demandé calmement. Pour toi, bien sûr, a répondu Élodie sans hésiter. Je n'ai pas souri. Tu n'en sais rien. Son regard s'est durci imperceptiblement. Écoute, Hélène, on ne peut pas rester bloqué à cause de principes. Des principes. C'est ainsi qu'elle appelait désormais ma volonté, je me suis levée. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Elle a froncé les sourcils. Il va pourtant falloir avancer. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle ne négociait pas. Elle testait. Elle cherchait le point où je céderais, comme je l'avais toujours fait. Elle croyait que ce refus était une résistance de façade, une peur passagère. Elle se trompait. Le soir même, j'ai retrouvé la chemise cartonnée ouverte sur la table de ma chambre. Les documents avaient été déplacés, consultés, rangés. Je n'ai rien dit, j'ai simplement refermé la porte à clé. Je n'étais plus en désaccord, j'étais devenue un obstacle. Les jours suivants, l'ambiance a changé, les sourires ont disparu, les silences sont devenus lourds. Élodie parlait moins, mais chaque mot était plus tranchant. Antoine m'évitait presque complètement. Un matin, j'ai entendu Élodie au téléphone dans le couloir. Oui, elle résiste, mais ça ne durera pas. Il y a des solutions. Des solutions. Je me suis assise sur le bord de mon lit. J'ai regardé mes mains. Elles ne tremblaient toujours pas. Ils allaient accélérer. Je le sentais. Et pour la première fois, j'ai su que je ne pouvais plus me contenter d'observer, parce que désormais, ils n'attendaient plus mon accord. Ils attendaient mon épuisement. Le changement ne s'est pas fait d'un coup. Il s'est glissé dans la maison comme une odeur persistante, impossible à ignorer mais difficile à nommer. Les portes se fermaient un peu plus fort. Les pas dans le couloir devenaient plus rapides. On parlait bas quand j'entrais dans une pièce, puis les conversations reprenaient dès que je disparaissais. Élodie ne me demandait plus rien. Elle m'informait. Demain, des gens passeront voir le salon. J'ai déplacé certaines affaires, c'était nécessaire. On a pris un rendez-vous important la semaine prochaine. Important pour qui, je ne le demandais plus. Antoine, lui, s'était réfugié dans le silence. Il partait tôt, rentrait tard. Quand nos regards se croisaient, il y avait quelque chose de fuyant, presque coupable. Comme s'il savait que la situation avait dépassé une limite, mais qu'il n'avait plus la force ou le courage d'y mettre un mot. Un matin, j'ai trouvé un calendrier accroché près de la cuisine. Je ne l'avais jamais vu là. Des dates entourées, des heures notées au stylo. Aucun prénom, aucun détail, juste des marques, comme des jalons déjà posés. Je n'étais mentionnée nulle part. À partir de ce jour-là, j'ai senti une pression sourde, constante. Pas une attaque frontale, non. Quelque chose de plus subtil, plus efficace. On ne m'affrontait plus. On musait. Les repas devenaient rapides. On mangeait sans vraiment m'attendre. On débarrassait avant que j'aie fini. Élodie soupirait quand je posais une question. Antoine répondait par monosyllabes. « Tu devrais te reposer davantage », a-t-elle dit un soir. « Tu as l'air fatigué ces temps-ci. Peut-être que tout ça est trop lourd pour toi. Trop lourd. Ma propre vie, trop lourde. Je dormais mal. Pas parce que j'avais peur. Parce que je pensais. Je revoyais chaque conversation, chaque geste déplacé, chaque regard évité. Tout s'imbriquait. Tout menait dans la même direction. Il voulait que je doute. Un après-midi, en rentrant de course, j'ai trouvé ma chambre entr'ouverte. Rien n'avait disparu, mais le tiroir de ma commode était ouvert, celui que je n'ouvrais presque jamais, celui où je gardais ce qui comptait vraiment. Je l'ai refermé sans rien dire. J'ai posé les sacs, je me suis assise. C'est là que j'ai compris qu'ils n'attendaient plus. Ils préparaient, ils avançaient, pas à pas, persuadés que je finirais par céder. Par fatigue, par lassitude, par isolement. Et ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas leur dureté, c'était leur patience. Le soir, Élodie est venue frapper à ma porte. Elle n'attendait plus d'invitation pour entrer. « Hélène, il faut qu'on parle sérieusement. » Je suis restée assise. « On ne peut pas continuer comme ça, » a-t-elle dit. « Cette tension n'est bonne pour personne. »« Quelle tension ?» ai-je demandé. Elle a hésité une fraction de seconde. « Tu es sur la défensive. Tu refuses toute discussion. » J'ai presque souri. Je n'ai jamais refusé de discuter. J'ai refusé qu'on décide à ma place. Son visage s'est fermé. « Tu compliques tout ?»« Non, » ai-je répondu calmement. « Je complique seulement ce que tu croyais simple. » Elle s'est levée brusquement.
Tu te trompes si tu penses que ça va s'arrêter là. Je l'ai regardé partir sans répondre. Je n'avais plus besoin de mots. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je me suis levée avant l'aube. La maison dormait encore. J'ai ouvert le tiroir de ma commode, j'ai pris l'enveloppe, je l'ai tenue un instant dans mes mains, sentant son poids familier. Je ne l'ai toujours pas ouverte, je n'en avais pas besoin. Mais pour la première fois, j'ai compris que le moment approchait où le silence ne me protégerait plus. Ils avaient choisi la pression, ils avaient choisi l'usure. Et sans le savoir, ils venaient de me forcer à choisir autre chose. La nuit, la maison changeait de visage. Les bruits devenaient plus nets. Chaque craquement du parquet semblait avoir un sens. Je restais souvent éveillée, allongée sur le dos, les yeux ouverts dans l'obscurité, à écouter la respiration lointaine de la maison. Elle me parlait encore. Pas eux, la maison. C'est dans ces heures-là que les souvenirs revenaient, sans prévenir. Je me revoyais plus jeune, debout dans cette même cuisine, les mains encore tachées de peinture, après avoir repeint les murs moi-même. Je me souvenais du jour où nous avions signé, mon mari et moi, nerveux mais fiers. Je me souvenais de la première nuit passée ici, sans meubles, assis sur des cartons, riant de fatigue. Tout cela n'avait pas disparu, ce n'était pas devenu moins réel parce qu'on avait cessé de le voir. Je comprenais mieux maintenant pourquoi j'avais tant supporté, pourquoi je m'étais tue si longtemps. Ce n'était pas par faiblesse, c'était par loyauté, par habitude de ne pas déranger, par cette vieille idée profondément ancrée que l'amour se prouve en s'effaçant. Mais l'effacement a un prix. Je pensais à toutes les fois où j'avais dit oui sans réfléchir, aux concessions accumulées, petites, presque invisibles, à chaque fois que je m'étais convaincue que ce n'était pas grave, que ce n'était qu'un détail, qu'il fallait être souple. Je réalisais enfin ce que cela leur avait appris, que je plierais toujours. Le matin, je descendais tôt. Je préparais mon café avant qu'il ne se lève. J'aimais ce moment de calme absolu. J'observais la lumière glisser lentement sur les murs. Je touchais la table, le dossier des chaises, comme pour m'assurer qu'ils étaient encore là. Je n'étais pas nostalgique. J'étais en train de me rappeler qui j'étais. Quand Élodie descendait, elle me saluait brièvement. Ses gestes étaient précis, mécaniques. Elle consultait son téléphone, parlait de rendez-vous, d'horaires, de choses à faire. Elle vivait déjà dans un futur où je n'existais plus vraiment. Antoine suivait, silencieux, presque effacé. Il me regardait parfois, comme s'il voulait dire quelque chose, puis se taisait. Son silence me faisait plus mal que les mots d'Élodie, parce qu'il signifiait un choix. Je n'étais plus seulement ignorée. J'étais acceptée comme une variable. Un après-midi, j'ai retrouvé une vieille photo dans un tiroir. Une photo jaunie, un peu floue. Mon mari devant la maison, un sourire fatigué mais heureux. Derrière lui, la façade telle qu'elle était à l'époque. J'ai passé mon doigt sur l'image. Il ne savait que rien de tout cela. Il ne savait pas ce que cette maison contenait. Il ne voyait que l'espace, la valeur, le potentiel, pas la vie. Je me suis surprise à sourire. Un sourire calme, presque amusé, parce qu'en essayant de me pousser vers la sortie, il m'avait obligée à regarder les choses en face, à faire quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait, me choisir. Je n'avais pas besoin de colère, je n'avais pas besoin de cris, je n'avais même pas besoin de justification, j'avais simplement besoin d'être prête. Ce soir-là, Élodie a annoncé qu'un rendez-vous aurait lieu bientôt. Elle n'a pas précisé lequel, elle n'en avait plus besoin, elle agissait comme si tout était déjà acté. Je l'ai regardé parler, j'ai observé sa certitude, sa tranquillité presque insolente, et pour la première fois, je n'ai rien ressenti d'autre qu'une étrange sérénité. Parce que je savais qu'il existait encore des règles qu'elle n'avait pas prises en compte, des faits qu'elle ignorait, des signatures qui ne lui appartenaient pas. Je suis montée dans ma chambre, j'ai ouvert la commode, j'ai pris l'enveloppe, je l'ai posée sur le lit, bien en vue. Je ne l'ai toujours pas ouverte. Mais désormais, je savais exactement quand je le ferais, et surtout, devant qui. Le rendez-vous a été annoncé comme une formalité. Vendredi matin, a dit Élodie en consultant son téléphone. Il faudra que tu sois là. Cette phrase, prononcée sans lever les yeux, a résonné plus longtemps que les autres. Pas une invitation, une consigne, comme si ma présence n'était requise que pour valider quelque chose de déjà décidé. Qui vient ai-je demandé. Elle a hésité une fraction de seconde. Un professionnel, un mot vague, calculé. Antoine n'a rien ajouté.
Il s'est contenté de hocher la tête, comme s'il s'agissait d'un détail sans importance. Pourtant, je voyais bien sa mâchoire se crisper. Il savait, il savait exactement ce que ce rendez-vous signifiait. À partir de ce moment-là, tout s'est accéléré. Les appels se sont multipliés. Élodie parlait à voix basse, s'isolait dans le couloir, fermait la porte du salon. Les documents réapparaissaient sur la table, puis disparaissaient à nouveau. On parlait de délai, de signature, de solutions simples. Je continuais à me taire. Ce silence, il le prenait pour de la résignation. La veille du rendez-vous, Élodie a frappé à ma porte plus tôt que d'habitude. Demain, ce sera rapide, a-t-elle dit. Il faudra juste écouter et confirmer certaines choses. Confirmer, toujours ce mot. Et si je ne confirme pas, ai-je demandé. Elle a souri, crispée. Ce n'est pas vraiment une option. Je l'ai regardée longuement. Elle a soutenu mon regard, sûre d'elle. Trop sûre. Cette nuit-là, j'ai très peu dormi. Pas parce que j'étais inquiète, parce que mon esprit était parfaitement clair. Chaque pièce du puzzle était en place, chaque souvenir, chaque détail prenait enfin sens. Au petit matin, j'ai ouvert l'enveloppe, je l'ai fait lentement, sans émotion, comme on ouvre quelque chose que l'on connaît déjà par cœur. À l'intérieur, les documents étaient là, intacts, rangés avec soin. J'ai vérifié chaque page, chaque signature, chaque date, rien n'avait changé. Je les ai replacés dans l'enveloppe. Je me suis habillée, simplement. J'ai attaché mes cheveux. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Il n'y avait ni peur ni colère dans mes yeux, seulement une détermination calme. Quand ils sont descendus, ils m'ont regardé avec cette expression qu'on réserve à quelqu'un qu'on croit déjà convaincu. Tu es prête a demandé Élodie. Oui, ai-je répondu. Le mot n'avait jamais été aussi vrai. Le rendez-vous a eu lieu dans le salon. Élodie avait tout préparé, les chaises alignées, les papiers disposés. Antoine s'est assis un peu en retrait. Comme toujours, l'homme est arrivé à l'heure. Costume sobre, ton professionnel. Il a salué Élodie, Antoine, puis s'est tourné vers moi. Madame Brossard, il connaissait mon nom, un détail, mais un détail qui a fait vaciller quelque chose dans l'assurance d'Élodie. Il a commencé à parler de cadre légal, de possibilités, de démarches à venir. Il utilisait des mots prudents, précis. Je l'écoutais attentivement. Élodie hochait la tête. Antoine évitait mon regard. Puis l'homme a posé une question. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de savoir si toutes les parties concernées sont d'accord sur le principe. Élodie a ouvert la bouche pour répondre. Non, ai-je dit calmement. Le silence est tombé net. Elle s'est tournée vers moi, incrédule. Hélène, je ne suis pas d'accord. L'homme a relevé la tête. Il m'a regardé attentivement cette fois. Dans ce cas, a-t-il dit, certaines étapes ne peuvent pas être engagées. Élodie a pâli légèrement. Il y a peut-être un malentendu. Il n'y en a aucun, ai-je répondu. Je me suis levée, j'ai posé l'enveloppe sur la table, entre nous, sans l'ouvrir. Avant de continuer, j'aimerais qu'on clarifie quelque chose. Ma voix était stable, parfaitement posée. Ils me regardaient enfin, tous les trois. Et à cet instant précis, j'ai su que le rapport de force venait de changer. Ils ont tous réagi différemment. Élodie a été la première à reprendre contenance. Son visage s'est recomposé en quelques secondes, comme si elle enfilait un masque familier. Elle a souri brièvement, puis s'est tournée vers l'homme. Il y a sans doute une incompréhension, a-t-elle dit. Hélène est un peu stressée ces temps-ci. Stressée, toujours ce mot, pour m'effacer. Je ne suis pas stressée, ai-je répondu. Je suis claire. L'homme a hoché la tête, sans me quitter des yeux. Madame, si vous souhaitez préciser votre position, je vous écoute. Antoine a enfin levé la tête. Son regard passait de moi à Élodie, hésitant, presque paniqué. Il n'avait manifestement pas prévu ce scénario. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus certain de la suite. Hélène, a-t-il murmuré, on peut en parler calmement. C'est ce que je fais, ai-je dit. Élodie a serré les lèvres. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Justement, ai-je répondu, c'est exactement le moment. Je me suis tournée vers l'homme. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'une chose soit parfaitement claire. Cette maison ne peut faire l'objet d'aucune décision sans mon accord explicite. Il a pris des notes, lentement. Évidemment, madame, c'est une condition essentielle. Élodie a laissé échapper un léger rire nerveux. Mais enfin, nous parlons d'organisation interne, pas de... De quoi exactement ai-je demandé. Elle s'est interrompue. Une fraction de seconde trop longue. Antoine a baissé les yeux. Vous parlez de changement ai-je poursuivi. De réaménagement.
de décisions prises pour mon bien. Mais à aucun moment vous ne m'avez demandé ce que je voulais. Parce qu'on sait ce qui est raisonnable, a-t-elle répondu, plus sèchement. Non, ai-je dit. Vous savez ce qui vous arrange. Le silence est redevenu lourd. L'homme a cessé d'écrire. Peut-être serait-il préférable de suspendre cette réunion, a-t-il proposé prudemment. Non, a dit Élodie trop vite. Elle s'est tournée vers moi. Tu ne peux pas bloquer tout ça sur un coup de tête. Ce n'est pas un coup de tête, ai-je répondu. C'est une décision réfléchie. Elle a inspiré profondément, comme pour se calmer. Écoute, Hélène, on essaie d'être patient, de faire les choses correctement, mais à un moment, il faut avancer. Avancer, toujours avancer, sans moi. Vous avez avancé sans me consulter, ai-je dit. Vous avez parlé à des gens, pris des rendez-vous, préparé des documents, tout cela sans jamais me demander mon avis. Antoine s'est levé. On ne voulait pas te brusquer. Je l'ai regardé, longuement. Vous m'avez déjà brusqué. Vous ne l'avez simplement pas remarqué. L'homme a refermé son dossier. Dans ces conditions, je ne peux pas poursuivre. Sans un accord clair et unanime, rien n'est possible. Élodie s'est levée à son tour. Très bien, nous reprendrons plus tard. Elle a dit cela comme une promesse ou une menace. L'homme a pris congé. Poliment, rapidement, comme quelqu'un qui sent que la situation le dépasse. Quand la porte s'est refermée, le salon a semblé soudain trop petit. Tu viens de compliquer les choses inutilement, a lancé Élodie. Non, ai-je répondu. Je les ai simplement arrêtés. Tu te rends compte de ce que tu fais a-t-elle insisté. Tu bloques tout. Je protège ce qui m'appartient. Antoine s'est passé la main sur le visage. On aurait dû en parler autrement. Oui, ai-je dit, dès le début. Élodie me regardait maintenant sans sourire, sans masque. Pour la première fois, je voyais une colère froide dans ses yeux. Tu penses, Maggie, qu'à temps avoir gagné quelque chose a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'ai rien à gagner, ai-je dit enfin. J'ai seulement quelque chose à ne pas perdre. Elle a détourné le regard. Antoine est resté immobile, pris entre nous. Je me suis levée. Cette discussion est terminée. Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Je me suis assise face à elle. Ils allaient y réagir. Je le savais. Parce que, pour des gens comme eux, perdre le contrôle n'est jamais une option acceptable. Et parce que, désormais, ils avaient compris une chose essentielle. Je n'étais plus passive. La maison est devenue silencieuse après leur départ. Pas un silence paisible. Un silence chargé, tendu, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Je suis restée dans ma chambre longtemps, assise sans bouger à écouter les sons étouffés du rez-de-chaussée, des pas, un tiroir qu'on ouvre, une porte qu'on claque un peu trop fort. Il se réorganisait déjà. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Je n'en avais toujours pas besoin. Le simple fait qu'elle soit là, visible, suffisait. Elle était devenue une présence, une limite. En fin d'après-midi, Élodie a frappé à ma porte. Pas pour entrer, pour marquer son territoire. On doit parler, a-t-elle dit à travers le bois. Pas maintenant, ai-je répondu. Un silence, puis ces pas qui s'éloignent, secs. Antoine n'est pas monté, il n'est jamais monté. Il restait en bas, comme toujours, là où les décisions se prenaient sans lui. Le soir, personne n'a préparé le dîner. Chacun a mangé de son côté. J'ai réchauffé une soupe, lentement, sans allumer la radio, sans chercher à combler le vide. Je savais que ce calme était provisoire. Ce genre de calme précède toujours quelque chose. La nuit est tombée plus vite que d'habitude. Je me suis couchée tôt, mais je n'ai pas dormi. J'entendais Élodie parler au téléphone, à voix basse, dans le salon. Les mots m'échappaient, mais le ton ne trompait pas. Elle expliquait. Elle se justifiait, elle cherchait des solutions. Pas avec moi. Le lendemain matin, j'ai trouvé un mot sur la table de la cuisine. Nous devons clarifier la situation rapidement. Ce n'est plus viable ainsi. Aucune signature, pas besoin. Je savais qu'il avait écrit. J'ai plié le papier et je l'ai rangé dans mon sac. La matinée s'est écoulée dans une étrange normalité. Antoine est parti travailler. Élodie est restée, nerveuse, faisant semblant de ranger. Elle déplaçait des objets déjà à leur place. Elle évitait mon regard. Moi, je faisais ce que j'avais toujours fait, lentement, méthodiquement. Vers midi, elle s'est arrêtée net devant moi. Tu réalises que tu nous mets dans une position impossible, a-t-elle dit. Je me suis tournée vers elle. Impossible pour qui? Pour nous, pour l'organisation, pour l'avenir. Toujours cet avenir. L'avenir ne m'appartient plus, ai-je demandé. Elle a serré les poings. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est pourtant ce que tu fais.
Elle a s'ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois, elle semblait à court de mots. Pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'elle comprenait que les siens ne suffisaient plus. Tu sais très bien que ça ne peut pas rester comme ça, a-t-elle repris plus doucement. Il va falloir une décision claire. Je l'ai regardée. Elle existe déjà? Elle a secoué la tête. Tu refuses de voir la réalité. Non, ai-je répondu. Je refuse la vôtre. Elle est chat. Nage partie dans le salon. J'ai entendu un tiroir s'ouvrir, puis un autre, des papiers froissés. Elle cherchait quelque chose, sans doute un élément qu'elle croyait avoir, mais qu'elle n'avait jamais réellement possédé. En début d'après-midi, le téléphone a sonné. Elle a répondu. J'ai entendu mon nom, plusieurs fois. Puis un silence, suivi d'un d'accord, sec. Quand elle est revenue vers moi, son visage avait changé, plus fermé, plus déterminé. Il va falloir régler ça officiellement, a-t-elle dit, avec quelqu'un de compétent. Je n'ai pas répondu. Un notaire, a-t-elle ajouté. Ce mot est resté suspendu entre nous. Je me suis levée. J'ai pris mon sac, j'ai sorti l'enveloppe et je l'ai posée sur la table, bien en évidence. Très bien, ai-je dit, appelons un notaire. Elle m'a regardée, surprise. Tu es sûre? Je l'ai regardée à mon tour. Absolument. À cet instant précis, quelque chose a vacillé dans son assurance. Elle a compris que ce rendez-vous-là ne se déroulerait pas comme le précédent, qu'il ne s'agirait plus de suggestion ni de pression douce, ce serait officiel, documenté, irréversible. Je suis remontée dans ma chambre, le cœur calme. Le moment que j'attendais depuis des semaines approchait enfin. Et cette fois, il n'y aurait plus de place pour les rires, ni pour les malentendus, seulement pour la vérité. Le rendez-vous a été fixé pour le jeudi suivant, à 10 heures précises. Élodie s'en est occupée. Bien sûr, elle a parlé longtemps au téléphone, dans le salon, avec cette voix faussement posée qu'elle réservait aux situations qu'elle voulait contrôler. Elle a annoté l'heure, le nom, l'adresse, comme si tout lui appartenait déjà. Maître Delcourt, a-t-elle annoncé, il viendra ici. Chez moi, je n'ai pas relevé, ce détail-là serait réglé en temps voulu. Les jours précédant le rendez-vous ont été étrangement calmes, trop calmes. Élodie était polie, presque distante. Antoine parlait à peine. Il se comportait comme si la décision était prise, comme si ce passage devant notaire n'était qu'une étape administrative avant le retour à l'ordre habituel. Il ne comprenait pas encore. Le matin du rendez-vous, je me suis levée plus tôt que d'habitude. J'ai pris le temps de m'habiller correctement, sans excès. Pas pour impressionner, pour être fidèle à moi-même. J'ai posé l'enveloppe dans mon sac. Je l'ai refermée sans un regard. À 10h moins 5, Élodie faisait déjà les 100 pas dans le salon. Les chaises étaient alignées, la table dégagée. Les documents qu'elle avait préparés étaient soigneusement disposés devant sa place. Antoine était assis à côté d'elle, droit, silencieux, comme s'il assistait à quelque chose qui le dépassait. La sonnette a retenti à l'heure exacte. Maître Delcourt est entré avec une sobriété irréprochable. Costume sombre, mallette discrète, regard attentif. Il a salué Élodie, Antoine, puis s'est tourné vers moi. Madame Brossard. Pas Hélène, madame. Ce détail infime a provoqué un léger tressaillement chez Élodie. Nous nous sommes assis. L'atmosphère était lourde, mais maîtrisée. Delcourt a ouvert sa mallette, sorti un dossier épais, puis a pris la parole. Nous sommes ici pour clarifier la situation juridique concernant cette maison et les décisions envisagées à son sujet. Élodie a hoché la tête avec assurance. Antoine s'est contenté de fixer la table. Avant toute chose, a poursuivi le notaire, je dois identifier précisément les parties concernées. Il a regardé Élodie, Madame Martin, puis Antoine. Monsieur Martin, puis moi, Madame Brossard. Il a marqué une pause. Propriétaire. Le mot est tombé comme une pierre dans l'eau. Élodie a cligné des yeux. Pardon? Maître Delcourt n'a pas levé les yeux. Madame Brossard est l'unique propriétaire du bien selon les actes en vigueur. Un silence épais s'est installé. Il doit y avoir une erreur, a dit Élodie. Trop vite. Nous avons apporté des documents. J'ai les miens, a répondu calmement le notaire. Il a ouvert son dossier. Acte d'acquisition daté de... signé par Madame Brossard et son époux, aujourd'hui décédé. Aucun transfert de propriété n'a été enregistré depuis. Antoine a relevé la tête. Mais les démarches? Des démarches ne sont pas des actes, a répondu Delcourt sans dureté. Élodie s'est redressée. Pourtant, il avait été question de projet, peut-être, a-t-il coupé. Pas de droit. Elle a pâli.
Madame, a poursuivi le notaire en se tournant vers moi, souhaitez-vous que je poursuive? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Oui, il a hoché la tête. En l'état, aucune décision concernant ce bien ne peut être prise sans votre accord explicite, écrit et signé. Le mot aucune a résonné. Élodie a ouvert la bouche. Aucun son n'en est tout sorti. Antoine s'est affaissé légèrement sur sa chaise. Je suis restée immobile, calme, présente. Maître Delcourt a refermé son dossier. Il me semble que certaines choses viennent d'être clarifiées. Personne n'a répondu. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence jouait en ma faveur. Personne ne parlait, le silence n'avait plus rien de tendu. Il était lourd, définitif, comme après une phrase qu'on ne peut pas reprendre. Maître Delcourt a laissé passer quelques secondes, puis a ajusté ses lunettes avec ce geste précis des hommes habitués aux vérités qui dérangent. « Je vais récapituler », a-t-il dit calmement. Élodie a sursauté presque imperceptiblement. Antoine fixait toujours la table, comme s'il espérait y trouver une issue. La maison appartient intégralement à Madame Brossard. Aucun démembrement, aucun transfert, aucun mandat, aucun accord écrit. Tout ce qui a été évoqué jusqu'ici relève de discussions privées sans valeur juridique. Chaque mot semblait retirer quelque chose à Élodie, une certitude, une posture, une supériorité qu'elle croyait acquise. Mais, a-t-elle commencé avant de s'interrompre? Sa voix avait changé, moins assurée, plus aiguë. Vous aviez parlé de projet, a poursuivi le notaire, de réorganisation, de démarches futures. Rien de tout cela n'a été formalisé. Il s'est tourné vers elle. Avez-vous, à un quelconque moment, reçu un document signé par Madame Brossard vous autorisant à prendre des décisions en son nom? Élodie a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a secoué la tête, presque malgré elle. Non, a-t-elle murmuré. Antoine a levé les yeux vers elle. C'était la première fois que je voyais de la peur dans son regard. Pas pour moi, pour lui, pour ce qu'il comprenait enfin. Dans ce cas, a repris Delcourt, toute tentative d'agir sans l'accord de Madame Brossard pourrait être interprétée comme une atteinte à ses droits. Le mot atteinte est resté suspendu. Ce n'était pas notre intention, a dit Antoine précipitamment. On voulait juste anticiper. Anticiper n'autorise pas à disposer de ce qui ne vous appartient pas, a répondu le notaire sans élever la voix. Je suis restée silencieuse. Je n'avais rien à ajouter. Tout se disait sans moi. Élodie s'est tournée vers moi, lentement. Son regard n'avait plus rien de condescendant. Il était dur, calculateur. Elle cherchait une prise. Un terrain connu. Hélène, tu aurais pu nous le dire plus tôt. Je l'ai regardée sans colère. Je l'ai dit, ai-je répondu. Vous avez ri. Elle a blêmi. Tu savais que ça nous mettrait dans une situation difficile. Vous m'y aviez déjà mise, ai-je répondu simplement. Le notaire s'est raclé la gorge. Souhaitez-vous que je consigne quelque chose de particulier aujourd'hui, Madame Brossard? Cette question m'était adressée à moi seule. Je me suis redressée légèrement. Oui, ai-je dit. Je souhaite que soit acté le fait qu'aucune décision concernant cette maison ne pourra être prise sans mon accord écrit, en ma présence. Il a hoché la tête. C'est déjà le cas, mais je peux le formaliser davantage si vous le souhaitez. Je le souhaite. Élodie a serré les mâchoires. Antoine a fermé les yeux un instant. Maître Delcourt a noté quelques lignes supplémentaires, méthodiquement. Autre chose? A-t-il demandé. J'ai marqué une pause. Pas pour hésiter, pour mesurer. Oui. Je souhaite également que toute personne vivant ici soit considérée comme occupante à titre gracieux, sans droit ni prétention sur le bien. Antoine a brusquement relevé la tête. Quoi? Je l'ai regardé. C'est la réalité, ai-je dit. Elle mérite d'être claire. Élodie s'est levée d'un bond. Tu ne peux pas faire ça? Si, a répondu le notaire avant moi. Elle le peut. Le silence est retombé, plus brutal que tous les précédents. Élodie est restée debout, immobile. Antoine semblait vidé. Moi, je respirais enfin normalement. Maître Delcourt a refermé son dossier. Je rédigerai un compte-rendu de cette réunion. Vous en recevrez chacun une copie. Il s'est levé, m'a salué avec respect, puis a quitté la maison. La porte s'est refermée doucement derrière lui. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Puis Élodie s'est tournée vers moi. « Tu viens de tout changer » a-t-elle dit d'une voix basse. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Non. J'ai juste arrêté de laisser faire. Elle n'a pas répondu. Antoine non plus. Je me suis levée, lentement, et j'ai ramassé mon sac.
L'enveloppe était toujours à l'intérieur, intacte, je n'avais pas eu besoin de la montrer, tout avait été dit, et pour la première fois depuis longtemps, cette maison me semblait à nouveau respirer avec moi. Après le départ du notaire, personne n'a parlé tout de suite. Élodie est restée debout, les bras croisés, comme si elle essayait de retenir quelque chose qui lui échappait. Antoine s'est laissé tomber sur une chaise, le regard vide, soudain très fatigué. La maison, elle, semblait différente, plus claire, comme si l'air circulait enfin librement. Tu nous mets dehors maintenant a fini par lâcher Élodie. Sa voix n'était plus tranchante, elle était dure, serrée, presque blessée, pas par injustice, par perte de contrôle. Je n'ai parlé de mettre personne dehors, ai-je répondu. J'ai parlé de vérité. Tu joues sur les mots, a-t-elle répliqué. Tu sais très bien ce que ça signifie. Je me suis approchée de la fenêtre. J'ai regardé le jardin. Les mêmes arbres, les mêmes ombres. Rien n'avait changé dehors. Tout avait changé dedans. Ce que ça signifie, ai-je dit, c'est que plus rien ne sera flou. Antoine a passé ses mains sur son visage. On voulait juste être tranquille, Hélène. Tout organisé sans conflit. Je me suis tournée vers lui. Il n'y a jamais de tranquillité quand une seule personne décide pour les autres. Il n'a pas répondu. Élodie a fait quelques pas dans le salon, nerveuse. Et maintenant a-t-elle demandé. Tu comptes faire quoi? Nous surveiller? Nous rappeler chaque jour que tout appartient? Non, ai-je dit. Je compte vivre ici, comme je l'ai toujours fait. Elle a laissé échapper un rire bref, amer. Tu crois que ça va redevenir comme avant? Non. Ce mot est tombé net, parce qu'avant, ai-je ajouté, je me taisais. Elle s'est arrêtée, m'a regardée. Longtemps? Tu aurais, moi, aurais pu nous faire confiance. Je l'ai fait, ai-je répondu, pendant des années. Un silence pesant a suivi. Antoine s'est levé, lentement, comme un homme qui comprend qu'il arrive trop tard. On n'aurait jamais dû aller aussi loin, a-t-il murmuré. Je l'ai regardé avec une fatigue douce, sans colère. Les choses vont toujours trop loin quand personne ne dit stop. Élodie s'est assise à son tour. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait petite. Pas fragile, déstabilisée. Tu ne nous laisses aucune porte de sortie, a-t-elle dit. Je vous laisse exactement celle que vous m'avez laissée, ai-je répondu. Elle a fermé les yeux un instant. Quand elle les a rouverts, quelque chose avait changé. Et si on s'excusait? A-t-elle demandé. Si on essayait de repartir autrement? Je l'ai observée attentivement. Pas ses mots, son intention. Les excuses n'effacent pas ce qui a été tenté, ai-je dit calmement. Elles ne font que dire qu'on a compris. Et tu penses qu'on n'a rien compris? Je pense que vous commencez. Antoine a inspiré profondément. On va avoir besoin de temps. Moi aussi, ai-je répondu. Je me suis levée, j'ai pris mon sac, j'ai regardé cette pièce où tant de décisions avaient été prises bon sang moi. Rien ne vous oblige à rester ici, ai-je ajouté. Mais tant que vous y êtes, les règles sont simples. Élodie a relevé la tête. Les tiennes? Les miennes, ai-je confirmé. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, je me suis assise sur le lit. Mon cœur battait calmement. Pas de triomphe, pas de vengeance, seulement une certitude tranquille. Il pleurait peut-être intérieurement. Il cherchait peut-être encore une faille. Mais une chose était irréversible. Il ne rirait plus jamais quand je dirais que cette maison est la mienne. La nuit suivante a été la plus calme depuis longtemps. Pas parce que tout était réglé, mais parce que plus rien n'était flou. Le silence n'était plus une attente. Il était un état. Je me suis réveillée tôt, comme toujours, mais sans cette tension dans la poitrine. La maison ne me rejetait plus. Elle me reconnaissait. En bas, tout était immobile. Aucun bruit, aucun pas. J'ai préparé mon café lentement, sans me presser. J'ai ouvert la fenêtre de la cuisine. L'air était frais, clair. J'ai respiré profondément. Ils sont descendus plus tard que d'habitude. Antoine d'abord. Il m'a salué d'un signe de tête, discret, presque respectueux. Il s'est servi un café sans parler. Élodie est arrivée quelques minutes après. Elle s'est arrêtée en me voyant, comme si elle ne savait pas encore comment se tenir face à moi. Bonjour, a-t-elle dit finalement. Bonjour, ai-je répondu. Un mot simple, mais différent des autres fois. Nous avons mangé en silence. Pas un silence hostile, un silence prudent. Chacun mesurait ses gestes, ses mots, comme après un accident qu'on n'a pas encore complètement compris. Plus tard dans la matinée, Élodie est venue me voir, pas avec des papiers, pas avec un ton décidé, juste elle. Il faut qu'on sache, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu veux maintenant?
Je l'ai regardé longtemps avant de répondre. Je veux rester ici, tranquillement, sans pression, sans projet caché, sans décision prise derrière mon dos. Et nous a-t-elle demandé. Vous vivez ici tant que cela reste respectueux, tant que vous vous souvenez que ce n'est pas un droit, mais une tolérance. Elle a serré les lèvres. Tu poses des conditions. Oui, tu ne l'avais jamais fait avant. Je sais. Elle a baissé les yeux. Ce geste, chez elle, n'était pas habituel. Et si ça ne te suffit pas a-t-elle demandé. Alors je vous le dirai, avant d'agir. Elle a hoché la tête, lentement. Tu sais que rien ne sera plus comme avant. C'est exactement le but. Les jours suivants ont confirmé ce changement. Pas de retournement spectaculaire, pas de grandes scènes, juste des détails. Des portes qu'on frappait avant d'entrer, des questions posées au lieu d'affirmations, des silences qui n'étaient les plus méprisants. Antoine a commencé à me parler davantage. Des choses non simples. Le travail, le temps. Rien d'important, mais rien d'effacé non plus. Il semblait soulagé d'une certaine manière, comme s'il n'avait plus à prétendre. Élodie, elle, restait distante, polie, contenue. Elle observait, elle évaluait encore les limites. Je le voyais, mais elle ne les franchissait plus. Un après-midi, j'ai ouvert l'enveloppe pour la dernière fois. J'ai relu les documents lentement. Non pour vérifier, pour me rappeler. Chaque signature, chaque date était une preuve. Pas seulement juridique, une preuve de ce que j'avais construit, de ce que je possédais depuis toujours, même quand on m'avait convaincu du contraire. Je les ai rangés dans un dossier neuf, je les placés dans un tiroir différent, pas caché, accessible, à sa place. Ce soir-là, en montant me coucher, j'ai croisé mon reflet dans le miroir du couloir. Je me suis arrêtée. Je ne me suis pas reconnue immédiatement. Pas physiquement, autrement. Je n'étais plus la femme qu'on contourne, plus celle qu'on rassure pour mieux décider sans elle, plus celle qu'on fait taire avec des mots doux. Je me suis assise sur le lit. J'ai éteint la lumière. Demain, il resterait encore des choses à ajuster. Des tensions, des choix. Rien n'est jamais simple quand on reprend sa place. Mais une chose était acquise. Je n'avais plus besoin de hausser la voix, plus besoin de me justifier, plus besoin d'attendre, parce que désormais chaque pas dans cette maison se faisait avec mon accord, et ça, plus personne ne pourrait jamais me l'enlever. Le départ ne s'est pas fait dans le bruit. Un matin, Antoine a annoncé qu'ils avaient trouvé un appartement. Il parlait calmement, presque soulagé. Élodie se tenait un peu en retrait. Elle n'a pas cherché à argumenter. Elle a simplement dit que ce serait mieux ainsi, pour tout le monde. Cette fois, je l'ai cru. Ils ont fait leur carton sans hâte, sans tension. Chacun de leurs gestes reconnaissait enfin quelque chose qu'ils avaient longtemps refusé d'admettre. Je n'étais pas un obstacle, j'étais la limite. Le dernier jour, Élodie s'est arrêtée dans l'entrée. Elle a regardé autour d'elle comme si elle voyait la maison pour la première fois. « Je ne pensais pas que tu irais jusque-là », a-t-elle dit. « Moi non plus », ai-je répondu. Ce n'était ni un reproche ni une fierté, juste un constat. Elle a hoché la tête. Antoine m'a serré la main. Un geste simple, honnête. Puis la porte s'est refermée. Le silence est revenu. Mais pas celui d'avant. Un silence habité. Les jours ont repris leur rythme, lent, régulier. J'ai remis certaines choses à leur place. J'ai déplacé d'autres objets. Pas pour effacer ce qui s'était passé, mais pour marquer ce qui commençait. Chaque pièce retrouvait sa respiration. La mienne aussi. Je marchais différemment dans la maison. Plus droite, plus ancrée. Comme si le sol me reconnaissait à nouveau. Je n'avais plus besoin de me justifier d'exister ici. Je n'attendais plus qu'on me laisse de la place. Un après-midi, une voisine m'a demandé si tout allait bien maintenant. Elle avait entendu des choses, des rumeurs, des demi-vérités. Je lui ai souri. Oui, ai-je répondu, tout va bien. Et pour la première fois, ce n'était pas une formule. Je n'ai pas gagné une bataille. Je n'ai pas humilié qui que ce soit. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement cessé de reculer. Ils avaient ri quand j'avais dit que cette maison était la mienne. Ils avaient pleuré intérieurement quand le notaire l'a confirmé. Mais ce n'est pas ce moment-là qui comptait le plus. Ce qui comptait, c'était ce qui avait suivi. Le respect revenu, les limites rétablies, le silence redevenu juste. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé quelqu'un, ou peut-être toi-même, prends une seconde pour t'abonner, laisser un like et partager. Parfois, il suffit d'une voix calme pour reprendre ce qui nous appartient déjà. Et parfois,
Cette voix, c'est la nôtre.